Bonjour et bienvenue sur la chaîne Wikash Copy. Je suis aujourd'hui en compagnie de Romain Treffel. Salut Mathieu, merci beaucoup pour l'invitation. Et donc Romain a pris quelques temps sur son emploi du temps justement pour partager avec vous un petit peu ses habitudes, ses routines qui lui ont permis de vivre de son business, de son activité et même de voyager. Je vais laisser Romain te présenter un petit peu à nos auditeurs. Alors avec plaisir, donc mon activité, ça consiste principalement pour l'instant à vendre des dissertations aux étudiants qui préparent des concours. J'utilise un site, un petit peu aussi une chaîne YouTube et derrière je vends des dissertations sous forme de formation. Et je fais ça, c'est la 4e année que je fais ça. Et je viens d'arriver en Estonie où nous nous sommes rencontrés. Voilà, c'est l'avantage d'avoir une entreprise qui nous permet de voyager, de travailler à distance, c'est qu'on peut s'installer, en tout cas dans un autre pays. Et là, nous sommes à Tallinn, en Estonie. Alors justement, Romain va partager un petit peu juste ce qui a fait, ce qui l'a aidé à construire une entreprise, à avoir un petit peu la vie qu'il désirait vivre. Donc, quel livre as-tu le plus fréquemment offert et pourquoi? Ou ceux qui t'ont le plus marqué, qui ont eu une influence sur ta manière de vivre? Alors, je me souviens surtout des périodes récentes. Récemment, le livre qui m'a le plus influencé, c'est Skin in the Game de Nassim Taleb. En Ouais, français, il me semble que c'est Jouer sa peau de Nassim Taleb. Alors, d'accord. Nassim Taleb, c'est un profil particulier. C'est un ancien trader qui était passionné de philosophie, Ouais. qui s'est enrichi considérablement, notamment grâce au dernier crack en 2008, mais aussi avant et qui maintenant consacre surtout son temps à écrire des bouquins, écrire des articles et des bouquins. Il écrit sur Medium, je crois. D'accord, ouais. Et c'est l'idée qu'il développe, l'idée principale qu'il développe dans Skin in the Game. Enfin, il y en a. L'idée principale qu'il développe, pardon, c'est sur le risque. Ouais. C'est que quel que soit le domaine, si on veut progresser, on doit prendre des risques. C'est-à-dire, on doit tenter des choses, obtenir le retour du réel, le feedback du Ouais. réel, et après s'adapter et puis retenter à nouveau. Donc finalement, on progresse toujours par essai et erreur. Donc ça, c'est l'idée globale du livre. Et liée à cette idée, il y a une autre idée, celle qui m'a influencé beaucoup et qui m'aide, c'est l'idée de la simplicité. D'accord, parce que pour revenir à la première idée de jouer sa peau, entre guillemets, moi, de mon expérience, c'est là où j'étais, je veux dire, où j'étais affamé, quoi. Limite, je savais pas comment payer le loyer, et c'est là où j'avais envie de plus tester de choses, parce que souvent, je sais pas vous, je sais pas toi, quand on lance son entreprise, on se dit ouais, non, mais moi, je veux pas faire de webinaire parce que j'apparais mal à la vidéo ou à l'écran. Et je peux te garantir une chose, quand tu as faim, tu te poses même plus cette question. C'est pas dans une semaine, c'est le lendemain que tu fais le webinaire. Je ne sais pas si ça rejoint, si c'est ça le thème du livre, parce que moi je l'ai pas lu, je connais pas du tout. Si, c'est ça un petit peu aussi. Bah, c'est lié à l'idée de survie. D'accord. Quand on est dans une zone économique un peu de survie, quand on a besoin d'argent, eh bien on est contraint de tester des choses, on teste. Et comme on a besoin de résultats rapidement, on est obligé d'être efficace. Et la manière la plus évidente d'être efficace, c'est de faire simple en fait. D'accord, d'où la deuxième idée que tu disais, la Oui. simplicité. Et qu'est-ce que ça t'a apporté justement dans ton activité? C'est que c'était trop compliqué avant ou ce que tu avais mis en place? Je sais pas moi. Eh ben alors, en toute transparence, je pense que moi j'ai changé, mais c'est un de mes défauts, j'ai tendance à faire compliqué. Spontanément, alors Bah, là, t'es pas le seul, hein. ouais, je pense on est beaucoup dans ce cas-là, et notamment, bah, j'avais tendance à multiplier les canaux, à être sensible aux modes. Ah oui, Euh, ouais, bah oui, parce que souvent c'est plus facile entre guillemets de vendre ce qui brille que les principes qui sont prouvés depuis des années, quoi. ouais, c'est ça, ouais. Et donc, qu'est-ce que ça a entraîné pour toi la simplicité? Ça veut dire que tu as supprimé des parties de ton activité ou des choses dans ton entreprise? Oui, exactement, c'est ça. Bah, le verbe que tu as utilisé qui est très important, c'est supprimer. Alors, la philosophie dont il parle dans le bouquin, qui est liée justement à l'idée de simplicité et d'efficacité, ça s'appelle la via negativa.
Alors la via positiva, pardon, c'est la manière de faire qui consiste à ajouter des choses pour avancer. Ouais. La via negativa, c'est la manière de faire qui consiste à retirer des choses pour avancer. Et en réalité, la manière la plus rapide, la plus efficace de progresser, c'est de retirer des choses. Je peux donner un exemple rapide. Ouais. Si vous avez des problèmes de sommeil, que vous voulez mieux dormir, mais rapidement, vous voulez mieux dormir ce soir, demain, la semaine prochaine et pas dans 2 mois, la meilleure manière de procéder, c'est de retirer des choses. Retirer la caféine, retirer les aliments qui vous empêchent de vous endormir. Retirer les activités qui mettent votre esprit Comme la télé, par exemple. comme la télévision, retirer la lumière qui qui nuit à la capacité d'endormissement. Il y a plein de choses que vous pouvez retirer et qui vont tout de suite apporter des résultats importants dans l'exemple pour votre capacité à vous endormir. Ok, donc très très bien, super intéressant. La simplicité, c'est vrai que j'en parle aussi sur ma chaîne. C'est toujours parce que naturellement, on a tendance à se dire s'il lit pas tel mail ou s'il dépasse le temps de la promotion, comment je fais et tout, alors que faut pas se poser de questions quoi. On met un lien et puis s'il commande plus tard, c'est pas grave. De toute façon, c'est un client. Donc, bref. Quel est le meilleur achat pour moins de 100 euros qui a eu le plus d'impact sur ta vie récemment? Alors, je parlais du sommeil et là, peut-être que je triche un petit peu sur le prix, mais c'est l'application AutoSleep Ouais, qui est à 3,49 € sur l'App Store. Mais je dis que je triche sur le prix parce qu'on a besoin de la montre, on a besoin de l'iWatch pour l'utiliser. d'accord. Mais elle est très importante parce que moi j'avais, alors c'était il y a plusieurs années, des problèmes de sommeil, Mhm. mais une manière, j'ai déjà bien progressé ces dernières années justement en retirant des choses, mais ce qui m'a encore plus fait progresser, c'est de mesurer mon sommeil. Ah ouais, donc tu mesures ton sommeil pour savoir quand t'endormir ou s'il y a eu des micro-réveils. Enfin, je sais pas, je connais Oui, pas oui, trop. il y a tout, on a toutes ces informations, mais surtout ça m'a permis de voir, par exemple, je sais, j'ai les informations le matin Ouais, et je sais par exemple si j'ai dîné par exemple 2 heures au lieu de 4 heures avant de me coucher le jour précédent, je vois que ça a un impact. Si d'accord. j'ai bu du coca le soir, je vois que ça a un impact. Si j'ai mangé telle chose ou telle chose, si j'ai eu telle activité. Et ce qui fait que comme ça, par essai-erreur, j'ai pu voir vraiment ce qui était important pour que je dorme bien et au contraire les choses qui n'avaient pas trop d'impact. D'accord, en mesurant, parce que ça me fait penser que dans le business, si on veut progresser, il faut mesurer. Ah oui, mais c'est une règle générale en fait. D'accord. Je sais plus, je crois que c'est une citation de Peter Drucker, je crois. Peut-être là, je suis pas très fort sur les noms, Je crois qu'il les dit auteurs. c'est what gets measured gets done, ou quelque chose comme ça à vérifier. Hein, mais c'est l'idée que de toute manière, si vous voulez faire des progrès, vous êtes obligé de mesurer Voilà. pour savoir où vous en êtes maintenant et où vous en serez en changeant des choses. Et puis inconsciemment, quand on mesure, on se rend compte des choses et ça donne envie de progresser, quoi. Ouais. Alors, de quelle façon un échec ou un prétendu échec t'a-t-il préparé pour une réussite ultérieure? C'est-à-dire, entre guillemets, quel est ton meilleur raté? Alors, je dis le meilleur raté, c'est en 2007, je crois que c'était en 2017, début 2017. D'accord. J'ai pris 2 semaines pour créer un fichier PDF que je voulais vendre à des étudiants. Ouais. Et on crée le fichier PDF. Créer une séquence d'emails de lancement. Donc 2 semaines, c'est pas non plus Ouais, mais c'est énorme. quand même important C'est parce déjà pas que mal. sur un chiffre d'affaires, si on en rapporte à la plupart des gens qui sont salariés, bah, c'est la moitié du salaire, quoi. Ouais, Donc, effectivement. c'est Un pas demi-mois. négligeable. Un demi-mois, ouais. Voilà. Et finalement, j'en ai vendu qu'un seul. Alors que j'avais des milliers d'emails. Hein. J'avais tout le monde, c'était très. Mais du coup, très- ça venait d'où le problème? Tu as pu identifier? Ou peut-être le mauvais produit, la mauvaise façon de vendre? À mon avis, mon hypothèse, c'est un problème de. Alors, je ne sais plus comment on dit en français, mais en anglais, product to market fit. Ah, ça correspondait pas au marché? Je pense, ouais, que ça ne correspondait pas. Parce que souvent, après, je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi, je rencontre des entrepreneurs qui considèrent leurs produits comme leur bébé. Le problème de ça, c'est qu'ils n'ont pas fait l'analyse du marché. Et si vous n'avez pas de concurrent, s'il n'y a personne d'autre qui vend un produit similaire au vôtre, posez-vous des questions parce que c'est peut-être qu'il n'y a pas de marché.
Et enfin après, chacun voit les choses, mais je recommande toujours de ne pas être trop attaché émotionnellement à son produit parce que bah, sinon on a tendance à repousser le lancement et puis il peut ne pas y arriver de vente parce que s'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de marché, quoi. Non, non, mais moi je suis totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, on revient sur ce que je disais sur progresser par essai et erreur et aussi la survie. C'était une époque où je gagnais pas très bien ma vie. Et donc j'ai vu que c'était un raté total. J'ai même pas cherché, hein. J'ai oublié complètement. J'ai tout jeté, j'ai fait autre chose. Et j'ai fait ça avec d'autres produits aussi. C'est-à-dire uniquement par essai, par erreur. Mhm. Il y a des choses en lesquelles je ne croyais pas et qui ont finalement très bien marché. Là, je me suis dit, bon, bah voilà, je continue. Et il y en a d'autres en lesquelles je croyais. J'étais même certain, j'étais sûr de moi et qui n'ont pas du tout marché. Mais quand on est en mode survie, bah, je ne vais pas gagner 50 euros, Oui, je ne oui, vais pas oui, gagner oui, 100 bah euros oui, par mois. Donc bon, oui, j'ai c'est clair. obligé de faire autre chose, quoi. Et du coup, ce qui est important, ce que tu as dit, ce qui est très bien, c'est de tester. Parce que personne n'est devin, ni même le meilleur expert du monde en marketing ou le meilleur copywriter. La seule personne qui a raison, c'est votre marché. Soit il sort sa carte bancaire, donc bah, vous encaissez des euros, vous faites des ventes, soit il ne la sort pas et vous auriez beau avoir les meilleurs arguments du monde, le meilleur produit du monde, si le marché a dit non, bah, c'est lui qui a raison au final, quoi. Et donc ça c'est super intéressant ce que tu dis de tester et que ce que tu penses qui ne marchait pas a finalement bien marché et inversement parce que bah, le marché est roi, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc du coup, qu'est-ce que ça t'a appris justement à faire ces tests et tout, ce petit échec? Alors, La leçon que tu en as retenue finalement. alors s'il y a une leçon que j'ai retenue, c'est… Alors bah, d'ailleurs, je m'étais un peu engouffré dans une mode sur mon marché à l'époque. Je connaissais des gens qui vendaient des PDF. Et c'est quelque chose que j'ai fait un peu dans l'urgence, sans réfléchir. Et du coup, maintenant, je me dis que je préfère faire des produits qui durent à long terme et vraiment miser sur le fond plutôt que d'essayer de chercher des opportunités éphémères. Et surtout que le long terme, pourquoi c'est important, surtout dans le domaine de l'infoprenariat, c'est qu'il faut savoir qu'en France, le droit d'auteur court 70 ans après la mort de l'auteur. Donc je ne sais pas si vous avez une famille, des enfants, que vous avez automatisé vos trucs et que vous faites des produits long terme, bah, ça peut être assez intéressant, quoi, parce que des choses comme la philosophie, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais en tout cas les mathématiques, ça c'est sûr, ça ne change pas tous les ans. Dans 20 ans, 1 plus 1, ça fera toujours 2. Donc d'où la notion de long terme. Alors, si tu avais l'occasion de transmettre un message à des millions et des millions de personnes, qu'est-ce que tu mettrais comme proverbe, comme citation sur un panneau publicitaire? Genre, imagine, peut-être pas à Tallinn, mais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français, mais à Paris, qu'est-ce que tu mettrais sur ce panneau publicitaire? Alors, bah, c'est vraiment aujourd'hui la valeur qui compte le plus pour moi. J'en ai déjà parlé. Je leur dirais, la solution, c'est la simplicité. C'est-à-dire, quoi que vous fassiez, essayez, choisissez spontanément les processus les plus simples. D'ailleurs, simple étymologiquement, ça veut dire un seul élément, c'est-à-dire avec le moins d'éléments possible. Si vous schématisez un peu le système, essayez choisissez un système qui contient le moins d'éléments possible. Bah, pour illustrer, ça me fait penser en fait, je ne vais pas citer de nom, mais je connais, c'était une entrepreneuse qui avait créé une méthode pour faire des vidéos de vente. Pas les textes, mais la façon de présenter la vidéo. Et son montage de vidéo, ça prenait 1 heure pour 20 minutes de vidéo. C'était trop long, trop compliqué. Après, ça fonctionnait. Mais je veux dire, quand on veut… même le meilleur copywriter, son premier texte de vente, c'est pas le meilleur parce que c'est par notion d'essai-erreur, on améliore. Si à chaque fois que tu produis une vidéo de 30 minutes, derrière, tu as 1 heure ou plus de montage, t'es mort. D'où ce que j'aime bien au niveau de simplicité, c'est par exemple les VTH. Moi, j'utilise un logiciel, ça s'appelle EasyVSL. On copie-colle le texte de vente, on appuie sur Entrée, ça crée toutes les diapos et après, on a juste à le lire à l'oral. Et ça y est, la vidéo de vente est prête, on roule, quoi. Donc vraiment, pensez toujours à cette note. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour vendre quelque chose, enfin c'est dans la nature humaine, on complexifie, on utilise des mots techniques. Je ne sais pas si vous avez vu, ou peut-être toi Romain, sur Internet, c'est de parler en anglais.
marketing, je sais plus moi, sales page. Enfin, moi, j'utilise pas les mots en anglais, donc je les connais pas. Mais il y a certaines personnes, ils te parlent qu'en anglais, tu comprends rien. Tu te dis ah, il doit être bon. Mais en fait, c'est pour masquer parce que quelqu'un qui est bon, il va s'adapter, parler en avec un langage que vous comprenez. Donc retenez bien cette notion de simplicité, c'était pour un peu illustrer. En fait, c'est toi qui as interviewé, c'est moi qui parle, c'est pas bon. Mais non, il n'y a pas de souci. Mais non, mais je voulais dire, c'est très intéressant ce que tu dis et ça rejoint aussi ce que dit Nassim Taleb. Parce que là où vous devez vous méfier, c'est que, j'allais dire plein de gens, mais beaucoup de gens ont intérêt à la complexité parce que ça crée un effet d'autorité intellectuelle. Comme tu disais, certaines personnes emploient du jargon, des termes techniques, en anglais, par exemple, en marketing. Et nous, quand on ne connaît pas, on les écoute, on se dit « mais lui, il doit savoir, il doit être compétent. Ah je vais acheter la formation. » Un exemple que donne aussi Nassim Taleb, et on parlait de sport avant de commencer la vidéo. Il y a plein, moi ça fait longtemps que je fais du sport, avant je ne le savais pas, mais aujourd'hui j'ai réalisé qu'il y a plein de coachs sportifs par exemple qui complexifient considérablement l'entraînement parce que ça rend leurs clients dépendants. Et leurs clients se disent « ah ouais mais lui il connaît toutes les machines, il connaît les angles, etc. Il me dit là il faut attendre 15 secondes et pas 25. Ah d'accord, moi je ne peux pas savoir, j'ai besoin d'un coach. » Alors qu'en réalité, avec des exercices très simples, je ne sais pas, comme des pompes, des tractions et d'autres choses, on peut être très en forme avec des exercices très simples. Exactement, c'est pas pour faire de la pub, mais là je suis en train de tester la méthode Lafay qui m'a bien, qui me magne bien, je la sens bien passer les muscles et il n'y a pas de machine ni rien, ça a l'air assez efficace. Bref, est-ce que tu as une habitude curieuse ou une chose inhabituelle que tu adores? Alors, habitude curieuse, depuis 1 an et demi, j'applique, alors ce que moi j'appelle, je ne crois pas que c'est appelé comme ça autre part, la méthode Zuckerberg. Je connais pas. Parce que c'est Mark Zuckerberg, c'est ça le fondateur de Facebook, mais je crois que d'autres le font aussi. L'habitude, c'était son habitude curieuse au départ, c'est qu'il s'habille toujours de la même manière. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et de la sorte, il évite de gaspiller de la ressource intellectuelle pour choisir ses vêtements et du coup, il peut la concentrer sur ce qui est le plus important pour lui. En l'occurrence, lui, c'est travailler pour Facebook, j'imagine. Mais vous-même, vous pouvez tous appliquer ça. Alors, j'avoue que socialement, ça peut paraître un peu spécial. Moi, je fais la même chose. Hein. J'ai que les mêmes. Enfin, j'ai 2 couleurs différentes. Sinon, du coup, tu te poses pas la question le matin du choix du vêtement. Il est vite choisi. C'est vrai que ça simplifie les choses. Hein. Oui. Et du coup, moi, c'est ça. Moi, j'ai 20 t-shirts noirs, 3 pantalons noirs. Et le reste, tout est identique, même pour le sport. Quasiment tout est identique. Et du coup, de toute façon, je n'ai pas le choix de ce que je dois mettre le matin, donc je n'y réfléchis pas en fait. Le choix est vite fait, quoi. Ouais. Pas mal, pas mal. Quel est l'un des meilleurs investissements ou l'un des plus rentables que tu aies fait, que ce soit en temps, en énergie ou en argent? Dans on peut dire dans ta carrière entrepreneuriale, si je puis dire. Alors, je dirais qu'il y a 1 an et demi, j'ai acheté la formation en copywriting de Ramit Sethi, R-A-M-I-T-S-E-T-H-I, qui est un Américain qui est, de ce que je sais, je peux me tromper, mais un de ceux qui font le plus gros chiffre d'affaires en vente par email aux États-Unis. Peut-être je ne les connais pas tous. Donc, alors, moi, je l'ai connu parce que c'est un ami de Tim Ferriss, en fait. C'est un ami personnel de Tim Ferriss. Il vend des formations sur l'intelligence financière et après il s'est un peu diversifié et grosso modo, et lui aussi son système est très simple et c'est le système dont je m'inspire aujourd'hui, c'est site, référencement Google, email, formation, point. Ouais, donc en fait tu fais du contenu pour bien référencer, tu captures leur email et tu les envoies sur des pages de vente. Voilà. 3 étapes ou 4, et du coup c'est l'apprentissage du copywriting, c'est ce qui t'a permis de passer un cap au niveau en termes de vente dans ton activité ou... Ah oui, c'est sûr, oui. Et d'ailleurs, en simplifiant, je me suis libéré de plein j'ai supprimé plein de détails qui me prenaient du temps, qui ne servaient à rien. Même des outils. J'ai arrêté un moment, il y a 2 ans, j'essayais de vendre par Messenger.
Ah les oui, bots mais Messenger. ça c'est une mode, hein. Moi je vous recommande pas forcément. Après, Voilà, bah, chacun fait ce qu'il c'était veut. une erreur. J'ai perdu beaucoup de temps. En plus, je devais répondre moi-même. J'avais des milliers d'abonnés, je devais répondre moi-même. C'était une vraie perte de temps. Donc vraiment, en fait, je te pose la question parce que souvent les gens sont attirés par les trucs qui brillent en marketing. Je sais pas, faut utiliser ClickFunnels ou un autre parce que ça va faire des ventes. Mais le cœur d'une vente, c'est de la communication. Et la communication par Internet, c'est de l'écrit. Et l'écrit pour vendre, ça s'appelle le copywriting. Et donc, du coup, tu viens de nous expliquer que le copywriting, c'est ce qui a permis à la fois de simplifier ton business, de passer un cap en termes de vente. Et vu que ton business est simplifié, ça te prend moins de temps ou en tout cas, tu peux te consacrer à d'autres choses dans ton activité. Oui. Et j'ai surtout je vends plus. Ça me permet d'améliorer la relation avec le client. Et du coup, aussi, comme je fais moins de choses, le peu de choses qu'il me reste maintenant, je les fais bien mieux. Donc, en fait, tu peux viser, entre guillemets, l'excellence, quoi. Au Ouais. lieu d'être au four et au moulin ou, je sais pas, ça vous l'avez peut-être déjà rencontré dans le monde du travail, il y en a, ils font tout, mais tout à moitié. Et bien, du coup, là, tu peux te concentrer sur une chose, la faire le mieux possible. Et du coup, le client ou le prospect en face est satisfait, quoi. C'est ça, oui. Je pense que vous devez vous méfier. Alors, je ne sais plus où j'ai entendu cette expression. On peut appeler ça, oui, le fétichisme de l'outil. Moi, il y a des gens qui me contactent, qui me disent est-ce que je dois utiliser ClickFunnels, Teachable, tel truc. Je leur réponds mais en fait, ça ne change rien. Ça ne changera rien. Oui, En fait, pourquoi je rigole, c'est parce que ça me fait penser à. J'ai vu peut-être sur un forum ou par mail, je ne sais plus, ça devait être il y a quelques jours, quelqu'un qui demandait justement quel outil je dois utiliser. Est-ce que je dois utiliser System.io ou LearnyBox? J'ai pas d'action chez eux, mais c'est juste l'exemple. Alors que la personne ne faisait pas de vente. Fais des ventes, il sera bien temps de te poser la question de quoi utiliser après, quoi. Ou de la délivrabilité email. Non, le cœur du. Moi, quand je dis, ce que je dis, c'est un business qui n'a pas de vente, il n'y a pas de business, quoi. Et la première étape, c'est la vente. Ouais. Après, le reste, chacun a ses préférences. Il n'y a pas un outil meilleur que l'autre, c'est chacun a ses préférences parce qu'il y a des besoins différents, quoi, tout simplement, quoi. Et ce que tu me dis, ça me fait penser à une méthode que j'applique maintenant et que j'ai appelée la méthode des seuils. Ouais. C'est-à-dire, si vous voulez complexifier, vous devez commencer par la simplicité. C'est une fois atteint un certain seuil que vous pouvez peut-être vous poser, par exemple, la question ClickFunnels ou un autre outil. Il y a un exemple qui est simple pour le copywriting, c'est les autorépondeurs. Si vous avez très peu d'emails, mais ne réfléchissez même pas, vous prenez le premier qui vient, Mailchimp en gratuit, ne réfléchissez même pas, Mailchimp en gratuit, vous envoyez des emails de temps en temps, etc. Si vous arrivez, je ne sais pas, à 50, 60 000 emails, là, vous pouvez réfléchir, vous pouvez comparer un petit peu avec d'autres. Puis, si vous arrivez, comme certains, mais c'est très rare, à, je ne sais pas, 500, 600 000 emails, là, a priori, vous devriez avoir une ou deux personnes qui s'en occupent à temps plein. Oui. Mais réfléchissez, attendez d'avoir atteint certains seuils, quoi. En fait, il faut attendre, entre guillemets, ça ne sert à rien de se créer des questions supplémentaires ou des problèmes supplémentaires, il y en a déjà assez à régler comme ça. Donc, faut avancer, faut avoir une vision long terme, mais en avançant à son niveau, là où on est, quoi. Oui. Ça ne sert à rien de se dire comment je vais accueillir 1000 clients quand vous n'en avez pas un seul, quoi. Voilà. Au cours des 5 dernières années, quelle nouvelle croyance, habitude, attitude a le plus amélioré ta vie, quoi? Ouais, je sais, c'est des questions. Mais le but, c'est de sortir un peu de l'ordinaire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bien, je dis toujours la même chose, hein. Du coup, ça fait un fil conducteur, mais Oui. je dirais la simplicité, puisque alors j'en ai mis dans mon activité, mais du coup, je la mets partout ailleurs aussi. Je crois que c'est lié aussi avec la mode un petit peu, même si c'est une mode qui a du sens, je trouve, avec la mode actuelle du minimalisme. Parce qu'on est dans une société de consommation, donc une société d'abondance, alors que nos parents, nos grands-parents étaient dans une société de rareté. Et finalement, nous, notre problème, c'est que nous avons trop de choses à faire, nous possédons trop de choses, et on se rend bien compte qu'au bout d'un moment, ce sont les choses, les objets qui nous possèdent, et que ça nuit à notre bien-être. Et donc, je pense que il y a certes une mode du minimalisme, avec par exemple les documentaires sur Netflix, mais il n'y a pas que ça. Il y a une vraie, il y a une vraie idée fondamentale qui est que
on n'a pas besoin de beaucoup de choses pas forcément pour être heureux, mais disons pour ne pas être malheureux. Pour bien vivre, quoi. Pour bien vivre, pour fonctionner correctement. Et que, là je vais reparler de seuil, mais au-delà d'un certain seuil, d'objets qu'on possède, de logiciels qu'on utilise, ça devient contre-productif. Ça nous prend du temps de cerveau, ça nous crée des soucis. Et comme je disais, la meilleure manière de revenir à une forme d'équilibre personnel, c'est de supprimer des choses. Par exemple, pour prendre un exemple très concret, vous en connaissez sûrement. Moi, j'étais comme ça avant, il y a quelques années. C'est quand on part en voyage, on amène une valise qui fait 3 fois sa taille. Elle est lourde, pas pratique, et on se rend compte pendant le voyage qu'on n'a utilisé qu'un quart des habits de la valise. Du coup, il y a trop de choses. Et la technique que j'ai trouvée, c'est de prendre des valises de taille cabine, 2, comme ça, une en cabine, une en soute. Et du coup, quand la valise est pleine, elle est pleine, et de pouvoir carrément changer de pays et s'installer dans un nouveau pays. Parce que si on y pense bien, on a besoin d'habits. Et quand on travaille sur Internet, d'un ordinateur, et voilà. Et le fait d'avoir une taille limite, oui, c'est mieux d'avoir un grand trépied professionnel. Mais bon, en voyage, on ne se balade pas avec son trépied. Oui, c'est mieux d'avoir une caméra qu'en voyage, vaut mieux, on prend son smartphone. Et c'est plein de trucs comme ça qu'on se rend compte quand on discute avec des amis qui sont restés dans leur pays. Quand ils se déplacent, ils peuvent limite sont obligés, quand on a des enfants, d'acheter l'espace, la grande voiture, à chaque fois transporter la maison, enfin bref. C'est pour illustrer, quoi. Oui. Mais c'est comment dire, ce qu'on prend pour voyager, effectivement, c'est un bon exemple. Et le fait de, comme tu disais, de simplifier sa vie, finalement, c'est plus facile d'être heureux. Parce que si on se pose la question, je prends un exemple le matin, est-ce que je mets le jean noir, le jean bleu, le t-shirt jaune au blanc, ça devient tout de suite trop compliqué. Alors quand on n'a que les mêmes vêtements ou 2 ou 3 teintes différentes, on va dire, tout est plus simple. On ne se pose pas la question. Quand on fait ça, si demain, je sais pas, il y a un ami qui vient voir, tu vas aller aux États-Unis, c'est bon, les 2 valises, il n'y a rien, quoi. C'est parti, quoi. Oui. Ça a aussi un effet psychologique parce que j'ai remarqué, et je crois vraiment à cette idée, je crois que l'espace matériel est connecté à l'espace mental en fait. Et si c'est le désordre dans votre espace matériel, ce sera le désordre dans votre espace mental et inversement. Si vous voulez, et c'est pour ça qu'on remarque souvent dans les biographies, je ne sais pas, des grands écrivains, des grands créateurs, etc. Ce sont des personnes extrêmement organisées parce qu'elles ont besoin de mettre en ordre leur espace matériel afin que leur espace mental soit en ordre et comme ça elles peuvent être productives, créatives, etc. C'est vrai que j'ai remarqué ça, ça me fait penser souvent, mais ça c'est peut-être un petit défaut d'informaticien comme j'étais avant. Je regarde les écrans d'ordinateur des gens et quand il y a plein d'icônes partout, ça me fait peur. Je me dis ça doit être le fouillis dans sa tête ou sur un bureau où il y a plein de trucs. Oui, mais c'est ça. A priori c'est le fouillis dans sa tête. Et... c'est comme ça. Et moi, ça me fait rire, mais c'est gentiment parce que, en fait, moi, mon objectif sur mon écran d'ordinateur, c'est d'avoir aucune icône sur le bureau. Il doit y en avoir 3 ou 4. Et sur le bureau, il n'y a rien à part un stylo et un cahier. Mais c'est pour ça. Ouais, donc c'est marrant. Donc ton espace, comme on dirait, bureautique ou informatique, a la même simplicité que l'espace matériel sur lequel il y a ton... que ce soit... En fait, je ne peux pas travailler quand c'est le fouillis parce que je suis perdu. Bon, et du coup, quelles sont les mauvaises recommandations que tu as entendues dans ton domaine de compétences ou dans la création d'entreprise, vu que là, on est entre entrepreneurs, enfin, tu vois, ou dans la psychologie, je ne sais pas, les mauvais conseils, en fait, que tu as pu entendre qu'il ne faut pas suivre, justement. Alors, je l'ai déjà évoqué, je dirais en premier, multiplier les canaux, c'est-à-dire être sensible aux modes. Par exemple, les marketeurs qui disent il faut créer, je ne sais plus comment on appelle ça, un fil WhatsApp ou je ne sais pas quoi. Ouais, un groupe WhatsApp, oui, c'est vrai. Ou Telegram, il faut aller sur Instagram, sur Facebook, etc. Ouais. Ça rajoute des couches de complexité, donc ça vous rend moins efficace. Et ça vous prend du temps parce qu'il faut les gérer. Après, même si vous payez quelqu'un, ça vous coûte de l'argent ou du temps, bref. Sans parler des changements d'algorithme, Facebook par exemple, ou des changements de conditions, vous êtes soumis à ce genre d'aléas, quoi. Vous savez pas si le temps que vous investissez maintenant pour créer un groupe Facebook sera rentable dans 2 ans. Et ce qui me fait penser, en fait, c'est toujours ce que tu disais au début de cette interview,
les 3 ou 4 étapes, en fait, c'est le principe de base, contenu, capturer l'email et vendre. Et finalement, ça peut s'appliquer quel que soit le canal. Il n'y a pas besoin de. En fait, c'est toujours le même principe finalement. Peut-être que la façon de parler sur le canal est différente, mais le principe est le même. C'est de capturer l'email, de vendre derrière vos formations. Donc ça, en fait, le mauvais conseil que tu entends souvent, c'est de surfer sur la mode. Ouais, il y a Instagram. Bon, il y a MySpace, mais il n'existe plus. Voilà. De suivre, ouais, ou là en ce moment c'est vrai que la mode c'est de créer un fil WhatsApp, on dit que c'est la méthode révolutionnaire pour vendre, bon, faut déjà vendre normalement et après on voit, faut voir après quoi. Ouais. Du coup, qu'est-ce que, depuis ces 5 dernières années, à quoi dis-tu non le plus facilement? Distraction, invitation, et quelles sont les approches que tu utilises justement pour dire non, enfin tes stratégies un petit peu, parce que plus on avance dans l'entrepreneuriat, plus on est sollicité, ou que ce soit par les prospects ou les clients, comment tu gères un peu tout ça? Alors, voilà, comme mon audience a grandi, de plus en plus de personnes me contactent, que ce soit par Facebook ou par email, et j'ai de moins en moins de temps pour lire les emails, pour répondre. Et donc, ce que je fais, c'est que j'applique des sortes un peu de filtres, pas toujours conscients, mais on en parlait, je crois, quand on dînait ensemble la semaine précédente, mais l'orthographe, par exemple. Ah oui, c'est vrai. Quelqu'un qui me demande vraiment des conseils précis que je serais prêt à aider, mais qui fait de grosses fautes d'orthographe, c'est poubelle directement. Quelqu'un qui, sans même me dire bonjour, me demande de l'aide directement comme ça, c'est plus que poubelle, c'est bloqué et spam. Et ensuite, eh bien, je ne peux pas répondre à tout le monde, donc je regarde et c'est vrai que quand les gens mettent les formes, quand il y a la politesse, etc. Et aussi quand je sens l'empathie. Quand la personne, ouais. ça c'est hyper important, quand la personne me dit je sais très bien que tu n'as pas trop le temps et le mieux c'est de terminer en disant, c'est d'ailleurs une technique marketing, en disant si tu n'as pas le temps de répondre, il n'y a aucun souci, ne culpabilise pas, c'est très bien. Je suis déjà très content de pouvoir lire ce que tu fais sur Internet et de pouvoir bénéficier de la valeur que tu apportes. Alors ça, c'est génial. Et il y a des personnes qui m'écrivent comme ça. Et là, je réponds à coup sûr. Parce qu'il faut savoir une chose, je rebondis sur ce que tu as dit, tu es passé assez vite et c'est tellement important, c'est que quand vous écrivez un message, un email à quelqu'un ou une vidéo de vente pour d'autres personnes, on ressent l'intention derrière. Enfin, moi, je sais que si on m'écrit un mail, je sais si la personne s'en fiche de moi ou si elle a écrit ça, voilà, elle va vite, c'est genre t'es son esclave, elle dit pas bonjour, elle te demande un conseil, ou si elle fait des fautes d'orthographe, elle n'a pas pris le temps, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même les correcteurs. Moi, je fais des fautes, ça m'arrive, hein, même avec les correcteurs, mais entre une faute à chaque mot et une faute par phrase, il y a quand même une petite différence. Et du coup, ça se ressent l'intention à travers les messages textes. Donc, tout part de l'intention. C'est parce que c'est pas le fait de recopier texto une phrase qui va vous faire avoir ce que vous voulez. C'est l'intention que vous mettez derrière. C'est vraiment ce que tu as dit, très très important. C'est pour ça que j'insiste dessus. Parce que ça peut vous aider quand vous faites vos vidéos de vente. Vous avez l'intention déjà d'aider vos clients, vous êtes enthousiaste, et ben ça va aider, quoi. Ça simplifiera les choses. Et une petite question, une dernière. Lorsque tu te sens un peu submergé ou déconcentré ou je sais pas, où tu as perdu ton objectif de vue, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as des principes à appliquer pour rebondir? Je sais pas, il y a trop de boulot, trop de demandes d'un coup ou un événement qui t'affecte émotionnellement, comment tu gères? Alors, je dirais qu'il y a deux dimensions. Il y a déjà une dimension de prévention. On peut prévenir ce genre de soucis en planifiant ce qu'on fait. Donc, il faut planifier les objectifs, mais également les tâches. Et aussi, pour prévenir, il faut être un peu flexible. Il y a par exemple des méthodes comme la méthode des 90 jours qui a été popularisée par Marketing Mania, qui permet de pivoter. On prévoit pour 90 jours et on fait un état des lieux au bout de 90 jours. Et si on se rend compte que ça ne fonctionne pas ou on a rencontré des soucis, on peut pivoter, faire d'autres choses, etc. Ouais. Parce que le souci, c'est que
Si on planifie pour 1 an et qu'on se rend compte au bout de 2 mois que en fait ça va pas du tout, on veut faire autre chose, ou alors ça ne fonctionne pas, bon, il faut avoir, c'est particulier mais paradoxal, il faut avoir de la stabilité et en même temps de la flexibilité. Ouais, c'est ça. En fait, pour donner un exemple, comment dire, souvent il y a des personnes, elles se disent, faut que je fasse ma vidéo de vente, faut que je fasse ci, faut que je fasse là, faut que je trouve un partenaire. Enfin, ils ont la vision long terme, mais ils planifient tellement que ça les bloque. Et moi, ce que j'applique personnellement, c'est que j'ai l'objectif long terme, mais toutes les étapes, en fait, des fois j'avance, je ne sais même pas comment je vais résoudre le problème. Je me dis, bah, la solution viendra quand il se présentera, quoi. Donc des fois, il n'y a pas besoin. Enfin, faut planifier objectif long terme, mais il ne faut pas tout prévoir. C'est-à-dire, planifier, c'est prévoir des plages de temps, comme tu disais, ou la méthode des 90 jours, mais il ne faut pas essayer d'inventer ou d'imaginer ce qui pourra arriver. Il y aura bien le temps quand ça va se présenter. Pour prendre un exemple concret, parce que c'est ce qui parle le plus, souvent, la plupart des gens, quand ils voyagent, il faut qu'ils préparent tout. C'est le voyage de l'année, pendant 3 semaines, tous les jours, il y a une activité, il y a un truc. Et si quelque chose se passe pas mal, eh ben, entre guillemets, le voyage peut être raté. Moi, comment je fais? Mais c'est pas un exemple là-dessus, hein. Je regarde où je vais dormir le premier jour, et puis voilà. Et quand je suis venu à Tallinn, mon objectif, c'est de faire les papiers, voilà, pour être résident permanent, avoir mon entreprise et tout ici. Mais j'ai rien prévu de visiter. Je savais que j'avais mon logement. Et puis après, on s'est rencontrés avec Romain au cours d'un dîner organisé par Maxence et Jonathan Rigotier. Et puis, même ça, j'avais rien prévu, quoi. C'est juste, tu dis, ouais, bah, c'est bien si je rencontre du monde, bah, sinon, c'est pas grave. Donc, je ne sais pas si ça rejoint un peu ce que tu voulais dire ou pas. Si, c'est ça. Bah, je pense que tu as planifié l'essentiel, c'est-à-dire où tu voulais vivre, que tu voulais créer l'entreprise, etc. Que tu voulais quand même fréquenter des infopreneurs comme toi sur Internet. Et après, tu restes ouvert aux opportunités. Oui. Parce que, alors je ne me souviens plus c'était quelle question, mais tu l'avais dit, en fait, la caractéristique fondamentale du futur, c'est qu'il est imprévisible. Oui. Parce que la réalité, c'est un système complexe, donc c'est impossible de savoir ce qui va se passer. Et du coup, en voulant planifier, en croyant qu'on peut maîtriser, ce qu'en réalité on ne peut pas maîtriser, c'est contre-productif, on se fait du mal et on commet des erreurs, on prend des risques inconsidérés, etc. Donc, moi je suis d'accord avec toi. Il faut planifier, disons, l'essentiel et après, il faut rester ouvert à ce qui peut se passer. S'adapter, en fait, c'est une expression que j'aime bien. L'espèce qui survit, ou l'entreprise qui survit, on va dire, c'est pas la plus intelligente, c'est pas celle qui a le plus d'argent, c'est pas celle qui a le plus de connaissances, c'est celle qui s'adapte le plus facilement. C'est aussi simple que ça. Celle qui s'adapte le plus facilement, si les humains sont là, c'est qu'ils ont su s'adapter et bah, pas les autres, quoi. Ouais. Donc voilà. Et pour revenir à la question, parce que tu as donné la première partie, tu avais dit que tu avais une deuxième partie, c'est-à-dire tu planifies pour éviter de te sentir submergé ou déconcentré, mais est-ce que quand ça t'arrive, peut-être que ça t'arrive pas, je ne sais pas, comment tu réagis? Ah aussi, ça m'arrive comme à tout le monde. Mais donc, c'est comme la médecine, il y a la dimension prévention, même si bon, en France notamment, ils font pas beaucoup de prévention, mais il y a la dimension prévention, puis il y a la dimension guérison. Et donc, quand ça m'arrive, ce que je fais, c'est que je pense que c'est quand même relativement universel. Je crois que c'est Rousseau, ou je sais plus, je crois que c'est Rousseau qui disait que on compense un excès d'activité intellectuelle par l'activité physique et réciproquement. Ouais. Et donc, je pense qu'une bonne méthode, quand on travaille sur ordinateur, etc., que c'est plutôt un travail intellectuel, c'est de sortir, c'est de bouger, c'est de respirer. Et généralement, c'est ce que je fais. Donc moi, j'ai un chien, j'aime bien faire des balades avec mon chien, ou alors je vais à la salle de sport. Donc en fait, en gros, tu arrêtes tout quand il y a un souci et tu vas prendre l'air, tu fais autre chose qui est plus, qui n'est pas intellectuel, qui ne demande pas besoin de réfléchir. Tu reposes, tu relâches la vapeur, si je puis dire. C'est ça, oui. D'accord. Et petite
dernière question, en fait, parce que là, ça fait un petit moment, il y a énormément, Romain a partagé énormément de choses. Moi, je vous invite à regarder plusieurs fois cette interview parce que c'est l'expérience d'un entrepreneur qui aguerri, quoi, si je puis dire. Enfin, qui vit de son activité oui, quand c'est même. vrai, oui, Donc, parce qu'il faut savoir qu'il n'y en a pas beaucoup qui en vivent. Hein. Oui. Donc, c'est important de le dire. Sans faire des millions, de vivre de son activité, moi, je trouve ça déjà très beau, très bien. C'est pour ça que je vais proposer de partager ces connaissances, parce que je me suis dit que ça pourrait vous aider. Et si tu avais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, qui ont un business qui marche ou qui ne marche pas, qu'est-ce que tu leur dirais en fait pour clôturer l'interview? Alors, là, je te prends à froid. Hein. Non, pas de souci, pas de souci. Alors, si je donne un conseil, a priori, c'est pour progresser. Toujours dans le fil conducteur, je vous dirais, essayez d'analyser ce que vous faites et de regarder ce que vous pouvez supprimer pour rendre vos actions plus efficaces. D'accord, donc pour illustrer un peu, tu me diras si j'ai bien compris ou pas, parce que des fois ça peut arriver que j'interprète mal. Une personne qui veut se lancer sur Internet, souvent elle se dit je vais tester l'e-commerce, je vais tester l'infoprenariat, enfin elle teste plein de choses et finalement c'est trop compliqué et elle se retrouve à abandonner. Et donc toi, si j'ai bien compris, ce que tu recommanderais, ce serait peut-être se concentrer sur une chose ou deux, de la tester à fond, en étant, c'est plus simple de gérer une chose ou deux plutôt que 10 et de voir ce que ça donne, quoi. Oui, c'est ça. Vous avez peut-être, alors je ne vous le souhaite pas, mais si vous avez plusieurs activités, plusieurs objectifs, plusieurs moyens, par moyens j'entends des logiciels, des manières de faire, etc. Moi, je vous conseille d'essayer de choisir une seule activité, un seul objectif et une seule manière de le faire. Et après, comme ça, vous pourrez tester beaucoup plus rapidement. Et si ça ne fonctionne pas, vous pouvez essayer autre chose. Voilà. Écoute, ça m'a fait extrêmement plaisir, Romain, parce que tu es un entrepreneur très intéressant et tu as partagé énormément de choses. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps sur ton emploi du temps. Enfin, ça fait une répétition, mais bon, c'est comme ça qu'on dit. Merci beaucoup. Et je sais pas, si tu veux que les gens aillent sur ton site ou pas, tu peux partager. Ou si tu veux qu'ils te contactent, tu peux partager un truc. Là, c'est toi qui vois. Et puis après, c'est le clap de fin, quoi. Et d'abord, merci beaucoup Mathieu. C'était vraiment une discussion sympa. D'ailleurs, à certains moments, j'ai oublié qu'il y avait la caméra. Donc, c'était vraiment intéressant, très sympathique. Ou ton adresse mail, je sais pas, si les gens veulent te contacter ou te revoir, après c'est toi qui… Ah oui, pas de souci, vous pouvez aller sur le site qui s'appelle 1000 idées de culture générale, donc 1000 en chiffres, idées, I-D-E-E-S, et après de culturegénérale.fr. Vous pouvez le mettre dans Google, vous trouverez tout de suite, et comme ça vous pourrez voir ce que j'écris, et puis si jamais vous voulez m'écrire, vous pouvez vous inscrire sur le site et vous recevrez des emails. D'accord, je mettrai le lien en dessous de cette vidéo, comme ça ce sera plus simple. Merci encore Romain. Merci beaucoup Mathieu. C'était un plaisir. Et puis moi j'aime bien vous dire de réfléchir et d'agir. C'est comme ça qu'on réussit. À très bientôt. Salut.